La cessation d'activité est un moment important dans la vie d'un entrepreneur. Elle a des conséquences sur son patrimoine, ses revenus et sa famille. Comment l'aborder d'un point de vue fiscal? On en parle aujourd'hui en compagnie de Géraldine Pommery, directeur du département conseil à l'entrepreneur d'Unofi. Bonjour Géraldine. Bonjour Thomas. Un quart des transmissions ont lieu dans le cadre familial. Quels sont les avantages à cette transmission familiale? Alors, c'est vrai qu'il n'est déjà pas simple de trouver un repreneur pour son entreprise, mais se cantonner à ses proches, à son cercle familial, ça réduit sensiblement le champ des possibles. Donc c'est plutôt un inconvénient? C'est un inconvénient, si ce n'est que si les transmissions familiales ne sont pas les plus nombreuses, elles sont le plus souvent couronnées de succès, parce qu'on n'est pas dans une optique de retour sur investissement rapide, mais plutôt dans la préservation de l'outil économique et des emplois. Alors, au-delà de ça, connaître son successeur depuis longtemps, c'est un avantage. Avoir le temps de le former, de lui transmettre l'histoire de l'entreprise et ses valeurs, c'est très important. C'est souvent le dispositif Dutreil, du nom du ministre, qui est mis en avant dans ce contexte. Absolument, c'est effectivement dans une optique de faciliter les transmissions à titre gratuit d'entreprise, c'est-à-dire par donation ou par succession. Elles ne sont taxées que sur 25% de leur valeur. Alors, aujourd'hui, un actif exonéré à 75%, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment un très bel outil. Maintenant, ça suppose de créer un noyau stable d'actionnariat autour du dirigeant actuel et de son repreneur. Donc, des associés vont s'engager pendant 2 ans aux côtés du dirigeant actuel à conserver leur titre, durée minimale de 2 ans, et sur une quote-part minimale de 34% du capital pour une société non cotée et 20% pour une société cotée. Dans le cas d'une cession à des tiers, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? La fiscalité sera incontournable. Les plus-values dégagées à cette occasion seront imposées d'abord au barème progressif de l'impôt sur le revenu, puis aux prélèvements sociaux à 15,5%, puis éventuellement à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 à 4%. Alors, il existe des régimes de faveur dont les conditions sont très strictes et qu'il faut absolument anticiper en amont. C'est ça votre recommandation en fait, pas attendre cette formule finalement in fine. Absolument. Le dirigeant peut aussi recourir à des donations avant cession. Oui, tout à fait. Alors, au moment où il cède son entreprise, il va réaliser un capital et c'est le moment où il va s'interroger sur comment gratifier ses enfants, les aider pour acquérir leur résidence principale ou investir dans leur propre outil professionnel. Donc, une fois l'entreprise cédée et cette fiscalité payée, il peut leur donner une petite part du capital qui sera soumise au droit de donation. Mais il peut aussi inverser les opérations, c'est-à-dire donner des titres de la société qui sera vendue, de sorte que les bénéficiaires vont intégrer dans leur patrimoine des titres d'une valeur 100 et les vendre à 100. C'est donc un capital net pour eux. Alors dans ces configurations, il faut être très précautionneux sur 2 choses. La chronologie des opérations, la donation doit être antérieure à la cession, et puis la donation doit être réelle, c'est-à-dire qu'en aucune façon, le chef d'entreprise doit chercher à se réapproprier le prix de cession des titres qu'il a donné à ses enfants. Oui, sinon ce serait retoqué. Exactement. Quelques points d'attention encore. Le revenu du donateur, c'est une question importante. Son entreprise lui permettait de vivre. Oui, alors effectivement, on a vu que donner son entreprise, c'est la manière la plus optimisée de la transmettre. Maintenant, elle peut représenter de 50 à 75% de son patrimoine. Donc, la donner dans sa totalité reviendrait à ce qu'il se départisse d'une part trop importante de son patrimoine. Donc, il faut envisager qu'une quote-part soit cédée au repreneur, quand bien même le repreneur est l'un de ses enfants. Et le financement du donateur ? Tout ce qu'il aura reçu par donation n'est pas à financer. En revanche, pour le reste, il faudra qu'il s'endette et le remboursement de la dette passera par une distribution de dividendes annuels qui sera elle-même fiscalisée au barème progressif à 45% dans les tranches hautes et aux prélèvements sociaux à 15,5%, alors que si ces mêmes dividendes sont versés à une holding de reprise, elles seront très faiblement fiscalisées sur une base de 1 à 5%, donc configuration maximale 5% au taux de 33 un tiers, ça fait 1,67. Donc vous voyez que la technique classique du LBO avec une holding de reprise est tout à fait intéressante, y compris dans une transmission familiale. Même si les revenus de cette holding ne sont pas dans sa poche encore. Il y aura une fiscalité à ce moment-là. Absolument, mais quand il aura fini de rembourser sa dette d'acquisition. Le lâcher-prise du cédant, vous l'avez évoqué, c'est un point important aussi. Il faut vraiment être convaincu. Il faut être convaincu. Maintenant, c'est toujours difficile, mais un certain nombre de régimes fiscaux de faveur sont liés à une vraie passation de pouvoir et donc à une cessation totale de l'activité du cédant. Et comment est-ce que je peux être sûr que ça va bien se passer entre mes différents enfants ? Pour ça, il faut déjà que l'opération soit équilibrée entre eux, donc que chacun y trouve son compte. Et s'il n'y a pas de quoi allotir les autres enfants dans le patrimoine privé, alors il faudra leur donner une quote-part de titres qu'ils céderont aux repreneurs.
Est-ce que pour préserver l'outil de travail, je peux favoriser l'un des enfants? En théorie, oui, dans une certaine mesure qui nous est dictée par le droit civil. Maintenant, c'est rarement le souhait du chef d'entreprise et c'est pas le meilleur moyen, pas le meilleur prélude, pardon, pour une organisation équilibrée et pérenne. Si je change d'avis, est-ce que je peux faire marche arrière? Rarement. Et si c'est le cas, ce sera au prix d'un surcoût fiscal vraiment important. Donc ça coûte cher ça coûte cher. de se tromper. Ça coûte cher de se tromper. C'est pour ça qu'il faut faire une étude préalable vraiment approfondie et chiffrée, qui soit un outil de décision pour le chef d'entreprise et qui lui permette de déterminer les quotités données, les quotités vendues, la fiscalité applicable et faire tout ça en amont de sorte à ce que tout soit stable. Et dans ce contexte, quel est le rôle du notaire, de mon notaire? Il est prépondérant. D'abord parce que c'est un professionnel notamment du droit civil. Ensuite parce que parmi les conseils habituels du chef d'entreprise, c'est en général le seul à avoir une bonne appréhension et compréhension de l'environnement familial. Donc il est indispensable. Maintenant, s'il n'a pas le temps d'élaborer cette étude préalable, les collaborateurs du département sont à même et à sa disposition, à celle de ses clients, pour faire ces études. Et vous voyez que tout est affaire d'anticipation. Et vous parlez de votre département, en l'occurrence, chez Unofi. Absolument. Merci beaucoup Géraldine Pommery. Unofi TV, chaque patrimoine est unique.